bonjour. Et je voudrais d'abord adresser mes remerciements aux organisateurs pour m'inviter à partager avec vous une partie de notre expérience qui est loin d'être récente, puisque avec Shana, nous évoquions nos premières réunions chez Niels Québec il y a 20 ans, 25 ans, 25 years ago, quand nous avons commencé à nous intéresser, nous les pédiatres, à la problématique environnement-santé. 25 ans. Alors, je dois vous dire que chaque fois que je suis sollicité pour aborder ce problème, c'est avec une certaine inquiétude que je développe les aspects récents dans un problème particulier de l'endocrinologie pédiatrique. Il y a 10 ou 12 ans, nous étions concernés au sens anglais par l'impact des perturbateurs endocriniens sur la différenciation sexuelle, parce que les premiers travaux avaient montré que les pesticides, en priorité, étaient dotés d'une activité anti-androgène et que pendant la vie fœtale, ils pouvaient s'opposer à la différenciation sexuelle mâle. En réalité, au-delà des pesticides, tous les perturbateurs endocriniens posent problème. Et je dois dire que s'il y a 10 ans, je demandais que les perturbateurs endocriniens, que soit adopté pour les perturbateurs le principe de précaution, je crois qu'il est temps, actuellement, et à partir des données de la littérature et d'expérience de certains groupes, il est temps de demander officiellement la réduction progressive de ces perturbateurs endocriniens pour arriver à une suspension totale dans la vie quotidienne. Initialement, nous pensions que les perturbateurs endocriniens ne touchaient que les glandes endocrines. En fait, on l'a évoqué tout à l'heure, non seulement les glandes, mais également le métabolisme à travers le développement du tissu adipeux. Et récemment, s'est tenu aux États-Unis un groupe d'experts pour prendre en charge l'épidémie d'obésité. Le diabète, il y a 2 mois, une task force aux États-Unis a été engagée pour essayer d'aborder le diabète et les facteurs obésogènes dans l'épidémie de diabète. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que, comme l'a dit Shana, et comme l'ont montré d'autres équipes, les perturbateurs endocriniens sont capables de modifier ce que nous avons de plus intime, notre identité sexuelle. Et ce problème qui avait été évoqué par Goren, le patron de l'Institut de l'hypothalamus d'Amsterdam, trouve maintenant une réalité. Donc, à travers cette brève introduction, je pense qu'il est temps de prendre conscience des dangers immédiats, et j'ajouterai à moyen et à long terme, puisque nous avons rapporté il y a quelques mois l'effet transgénérationnel du DES chez les petits-enfants de mères traitées, et que le DES étant le modèle d'étude de ces perturbateurs endocriniens, j'ai écrit à la fin de l'article qu'on pouvait envisager pour les perturbateurs endocriniens ce que nous rapportions pour le DES, à savoir un effet transgénérationnel, rapporté chez l'animal par Skinner, mais que nous avons démontré chez l'homme. Donc la situation est grave, et je remercie ceux qui m'ont invité à aborder ce papier. Bien entendu, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour ceux qui auraient quelques doutes, notamment avec l'industrie phytosanitaire. Alors, comment aborder le problème? D'abord, le timing de la puberté et l'avance progressive, et puis comment les perturbateurs endocriniens peuvent-ils être impliqués dans les avances pubertaires. Alors, l'avance régulière de la puberté, je crois que nous l'avions tous observé en clinique. En fait, c'est Martha Giddens qui a été la première à rapporter que les petites filles entraient en puberté environ 1 an plus tôt que ce qui était rapporté dans la littérature. Et fait intéressant, il y a 20 ans, Martha Herman Giddens dans le JPED évoquait, pour rendre compte de cette entrée en puberté plus précoce, elle évoquait le rôle des plastiques, des pesticides, en d'autres termes, des perturbateurs endocriniens. Les travaux de Martha ont été confirmés par l'étude de Skekbeck, et vous voyez qu'il y a un shift de 12 à 14 mois dans l'entrée en puberté chez les petites filles qui sont nées ces 20 dernières années.
Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une vision américaine, vous voyez qu'en Europe, et Franck Biro, toujours dans JPED, continue de rapporter cette entrée en puberté plus précoce. Nous avions en Europe, depuis quelques années, nous avions l'impression que les petites filles entraient en puberté, développaient une glande mammaire plus précocement et plus volumineuse. Là, à l'évidence, ces travaux épidémiologiques confortent ce message. La question, pourquoi les petites filles entrent-elles en puberté? Alors, il y a un certain nombre de spéculations, un certain nombre d'hypothèses, je n'ai pas le temps de les lister, mais il n'en reste pas moins qu'au-delà de l'augmentation du BMI, c'est-à-dire de l'obésité qui intervient dans le déclenchement de la puberté, eh bien, il est vraisemblable que les perturbateurs endocriniens jouent un rôle non négligeable et je vais tenter de vous le démontrer. Comment les perturbateurs endocriniens modifient-ils l'entrée et le timing et le tempo de la puberté? Eh bien, chez l'animal, il y a eu de très beaux travaux qui montrent que l'utilisation de perturbateurs endocriniens tels que les pesticides ou le bisphénol ou les phtalates sont capables, voici le premier travail publié dans Nature, qui montre qu'un traitement de la rate gestante par le bisphénol A avance l'âge de la puberté chez les animaux. Un autre, là aussi, publié dans Endocrinology, de très belles revues qui font référence pour les médecins et les scientifiques que nous sommes, eh bien, montre que si l'on expose des rats nouveau-nés à des perturbateurs endocriniens, on observe un développement de la glande mammaire. Les données in vitro, elles sont multiples. Alors je ne prendrai que ceux que nous avons développés il y a 10 ans à Montpellier, les lignées stablement transfectées par le récepteur et par le gène de la luciférase, qui nous permettent de déterminer l'activité estrogénomimétique. Vous voyez que l'on mesure la transcription d'un gène estrogénorégulé, et là, nous avons testé des phtalates, des bisphénols, et vous avez ici, publié dans Molle Cell Endo par Françoise Paris il y a 10 ou 12 ans, eh bien, comment on peut déterminer l'activité estrogénique d'un perturbateur endocrinien. Alors ce qui nous pose problème, c'est qu'au-delà de la liaison et la transcription de gènes estrogénodépendants, ce que j'appelle la transcription illégitime, parce que ce ne sont pas des estrogènes, ce sont des xénoestrogènes, eh bien ils sont capables de réduire la transcription de gènes androgénodépendants, ils modifient l'impact, ils modifient l'activité de gènes, et comme l'a dit tout à l'heure l'orateur précédent, on a cru pendant toutes mes études, j'ai transmis à mes internes, à mes chefs de clinique, que l'ADN était fixé dans le marbre. C'est faux. L'ADN fœtal est susceptible d'être modulé pendant la vie fœtale par les perturbateurs endocriniens. Nous transformons nos enfants et nos petits-enfants à travers les perturbateurs endocriniens. Et parallèlement, au-delà de cet effet transgénérationnel, je l'ai dit, il y a un effet oncogénétique, car il est clairement établi que les perturbateurs endocriniens sont capables d'activer ou de déréguler des gènes clés, notamment impliqués dans la différenciation, je pense au gène OX, ou dans la croissance, ou dans l'apoptose, ou dans la croissance cellulaire. Nous sommes là au cœur d'une problématique essentielle, nous, les pédiatres, à travers notre indifférence vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, nous générons des cancers chez l'adulte, comme nous générons des diabètes, des syndromes métaboliques ou des maladies cardiovasculaires. Alors, chez l'homme, qu'en est-il chez l'homme? Il y a eu de très belles études qui montrent, dans des régions particulières, que certains pesticides, comme le DDE, la dioxine, le bisphénol A, les PCB, sont capables d'entraîner des précocités pubertaires. Alors, il y a une très belle étude, la cohorte du Michigan, qui montre que chez des enfants qui ont été élevés, chez les femmes qui ont été alimentées par des poissons contenant du BCB, il y a une avance de la puberté. La colloque des Grands Lacs, là aussi, avance de la puberté. Les Bourguignons a montré que les petites filles qui présentaient une puberté plus précoce avaient des taux de DTT qui étaient 5 à 10 fois de DTT interdit, 5 à 10 fois. N'oubliez pas que la rémanence du DTT est de plusieurs dizaines d'années. Et donc, Wang a également, sur la cohorte, donc de très nombreuses cohortes américaines, montre qu'une exposition fœtale
entraîne un développement mammaire exagéré et une réduction de l'âge d'entrée en puberté. Colonne a rapporté de véritables épidémies de prématurité large, c'est-à-dire de développement prématuré de la glande mammaire, et Massard en Italie a montré que dans certains pays, dans certaines régions comme la Toscane, qui est splendide par ailleurs, eh bien, l'utilisation intensive de pesticides était associée à des avances pubertaires. Alors, nous sommes intéressés, nous, à Montpellier, sur un sujet particulier qui est celui des petites filles qui présentent un développement mammaire prématuré. Développement mammaire prématuré, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans, elles consultent parce qu'elles ont des glandes mammaires de la taille d'une mandarine, voire quelquefois d'une petite orange. Et donc, la question devant ces glandes mammaires développées prématurément est d'éliminer une puberté précoce. Lorsque l'on élimine une puberté précoce centrale, c'est-à-dire un mécanisme neuro-endocrinien, eh bien, force est de s'orienter vers une puberté périphérique. Et parmi les facteurs de développement de puberté périphérique, il y a 2 causes. Les causes endogènes, l'ovaire qui présente un kyste qui produit de l'estrogène. Lorsque l'on a éliminé les kystes de l'ovaire, mais il ne reste que les causes exogènes. Et nous sommes en train d'étudier les prématurités larges du cervix. Nous en avons actuellement 40. Et sur ces 40, nous en avons identifié 11 qui étaient des petites filles dont la profession des parents ou l'occupation des parents était en relation avec des perturbateurs endocriniens. Et chez ces petites filles, donc environ 25% des prématurités larges, nous avons été capables d'identifier par une méthode ultrasensible l'activité estrogénique qui est 3 fois à 4 fois supérieure à celle des petites filles. Actuellement, nous développons une méthode pour séparer l'activité endogène de l'activité exogène, même si elles n'ont pas de kyste, mais pour essayer d'identifier l'activité exogène de façon plus précise. Il n'en reste pas moins que des petites filles présentent une puberté précoce parce qu'elles ont été contaminées par les perturbateurs endocriniens. Vous avez ici une liste non définitive. Alors une autre observation qui a fait le tour du monde, parce qu'elle est caricaturale, c'est celle de cette petite fille de 4 mois qui a été adressée dans mon service pour une puberté précoce. Elle avait un développement mammaire qui était celui d'une orange à 4 mois et assortie de règles. Nous avons bilanté cette petite fille qui ne présentait pas de puberté précoce, et là, pas de kyste, pas de puberté précoce, et là, nous avons appris qu'elle vivait dans une propriété où étaient stockées des tonnes de pesticides, et vous voyez que son activité estrogénique est 10 fois supérieure à celle de la normale, et qu'en collaboration avec une équipe espagnole, nous avons été capables d'identifier du lindane, du DTT, de l'endosulfate, qui sont tous interdits, mais non seulement dans la propriété, chez le père, la mère et chez l'enfant. Donc il n'y a pas, certes, une preuve directe, mais tout de même, à travers les marqueurs des perturbateurs endocriniens et l'identification de ces marqueurs, nous sommes là, vraisemblablement, dans l'une des premières évidences de puberté précoce en relation avec, là en l'occurrence, les pesticides. Alors, quelles sont les conséquences? Alors, si j'avais le temps, je pourrais développer ce sujet qui nous préoccupe singulièrement. Car au-delà de l'entrée en puberté plus précoce, il existe tout un cortège de conséquences que nous devons, nous, citoyens, prendre en compte. Par-delà les causes médicales, ces entrées en puberté, ces précocités pubertaires soulèvent des problèmes médicaux, je vais vous les démontrer. Les voici. Les problèmes médicaux, ce sont des petites filles qui vont être plus grosses, car l'entrée en puberté favorise un BMI. Elles auront une insulinorésistance, un syndrome métabolique, des troubles cardiovasculaires, pardonnez-moi du peu, et comme le disent les épidémiologistes, l'entrée en puberté représente un facteur de risque du cancer du sein chez la femme jeune. Donc cette liste
de conséquences de l'entrée en puberté devrait, me semble-t-il, pour des décideurs, être suffisamment importante pour prendre des mesures drastiques. Deuxièmement, les conséquences psychologiques. Une petite fille qui développe une maturation sexuelle à 6, 7 ou 8 ans, eu égard, et comme l'a confirmé Martin Giddens, et comme toutes les équipes françaises, européennes et dans le monde le décrivent, eh bien, il y a tout un cortège de signes psychologiques que je n'ai pas le temps de lister. Retenez simplement deux. Premièrement, une espèce de trouble du comportement mal vécu, mal insertion, une dépréciation d'elle-même, qui peut aller à l'extrême jusqu'au phénomène de délinquance, de violence, au-delà du vagabondage sexuel, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a de très nombreuses études au Canada, pas encore en France, qui rapportent ces troubles psychologiques et cette insertion sociale extrêmement délétère chez les petites filles. Malheureusement, ce phénomène a été pris en main par la mode et vous voyez que les médias utilisent des petites filles de 8 ans pour faire la promotion des vêtements. C'est ce que j'avais évoqué il y a 10 ans dans un article de Libé, cette hypersexualisation de la société. Elle trouve une base endocrinienne, mais elle est reprise par la société. Voici une petite fille de 7-8 ans, vous voyez, à l'extrême, vous connaissez toute cette photo de Vogue qui avait soulevé autant de débats, et notamment aux États-Unis, où une plainte est déposée. Cette petite fille a 9 ans, regardez la taille lascive, qui correspond à la fois à une réalité, car nous voyons dans nos cliniques des petites filles de 7 ans arriver en string et porter des soutiens-gorge rembourrés, pour faire la preuve de leur entrée en puberté, quelquefois même à peine débutante. Donc il y a là un problème de société qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors en conclusion, je crois que nous savons maintenant que les perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer le système nerveux à travers le générateur de pulse, qui est le mécanisme moléculaire de déclenchement de la puberté. Il a été rapporté il y a quelques mois que des pesticides sont capables d'agir au niveau cérébral pour enclencher le développement de la puberté. Vous avez vu que les perturbateurs endocriniens sont capables d'agir en périphérie sur la glande mammaire pour la stimuler, et on comprend que ces perturbateurs endocriniens puissent être responsables d'une augmentation de la prévalence des prématurités larges, donc des glandes mammaires prématurées, d'une puberté plus précoce chez la fille et du nombre de pubertés plus précoces que l'on voit. Donc, comme je l'ai dit récemment dans une réunion au Sénat, eh bien, ce nouveau paradigme sur lequel on a beaucoup insisté nous préoccupe, nous les médecins d'enfants, nous les pédiatres, parce qu'au-delà de leur effet de perturbateurs endocriniens, et c'est le mot de la fin, au-delà, n'oublions pas qu'ils ont un impact sur le métabolisme, qu'ils ont un impact sur l'obésité, que ces perturbateurs endocriniens vont interagir avec des zones spécifiques du système nerveux pour modifier notre comportement, et on le sait maintenant, notre identité sexuelle, et qu'ils jouent vraisemblablement un rôle dans l'émergence de ces cancers. Alors, l'agence américaine, j'ai fini. L'agence américaine, la Société américaine d'endocrino a attiré l'attention sur ces problèmes il y a 1 an. Je crois que nous ne devons pas, nous, suivre l'exemple de nos amis anglais et proposer que nos petites filles se protègent ou aillent et une vie en portant un masque, mais entre les deux, je crois qu'il faut raison garder et proposer progressivement une réévaluation de l'impact non seulement immédiat, mais à moyen terme, mais à long terme, c'est-à-dire sur l'expression de gènes de ces perturbateurs endocriniens, faute de quoi, je crois, et compte tenu de mon expérience et de mon âge, je peux le dire en toute liberté, que nous allons à la catastrophe. Merci.